Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à une autre séance de la commission qui étudie les impacts du projet Royal Mount. D'abord, je vous souhaite une très joyeuse année 2019, avec plein de santé, comme disaient mes collègues. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation de la Commission sur le développement économique urbain et de l'habitation, et en si grand nombre, pour prendre part à cette deuxième séance de 5 réservée à l'audition des mémoires dans le cadre de la consultation publique sur les impacts du projet Royal Mount. En effet, nous avons reçu jusqu'à maintenant 55 mémoires qui ont été annoncées dans ce dossier, dont un peu plus de 40 seront faits avec présentation ici même en commission, d'où les 5 séances réservées à l'audition. Je me présente, Richard Ryan, conseiller de ville du district Myland de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et conseiller désigné dans l'arrondissement Ville-Marie. Je suis président de cette commission. J'invite les membres de la commission à se présenter, en commençant par à ma gauche. Bonsoir, Dominique Perry, conseiller municipal de Salvie-Nord et vice-président de cette commission. Yves Gignac, conseiller d'arrondissement, Pierrefonds-Roxborough, district du Cap-Saint-Jacques. Alex Potachi, maire de Dollard-des-Ormeaux. Bonsoir, Yves Sarrault, conseiller d'arrondissement, l'Île-Bizarre-Sainte-Geneviève. Bonsoir tout le monde, Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est et vice-président de la commission. Bonsoir à toutes et tous, Jocelyn Posé, conseiller de ville dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, district de Marie-Victorin. Bonsoir, Maëva Villain, conseillère d'arrondissement dans Jeannemont sur le plateau Mont-Royal. Bonsoir, Fanny Magini, conseillère d'arrondissement dans Outremont. Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine. Merci, chers collègues. J'aimerais excuser l'absence de Mme Véronique Tremblay, conseillère dans Verdun, qui ne sera pas là, qui ne peut pas se joindre à nous malheureusement ce soir. Saluer notre collègue, M. Rapana, conseiller municipal ici au Conseil de ville. En même temps, saluer peut-être les fonctionnaires qui sont là. Il y a M. Desmarais. Les autres ne sont pas encore arrivés, mais je vois qu'il y a des places pour Mme Ladouceur et M. Charef qui devraient se joindre parmi nous, justement, en parlant du loup. J'aimerais saluer aussi les personnes présentes représentant le promoteur du projet de Carbone Néo. Merci d'être là parmi nous. Voilà. Donc, la commission sur le développement économique urbain et de l'habitation poursuit donc ce soir sa série de 5 séances publiques réservées à l'audition des mémoires sur les impacts du projet Royal Mount. Rappelons que ce mandat a été confié à la commission par le conseil municipal en 2015 et qu'il a été renouvelé cette année, notamment en raison de l'annonce par le promoteur de l'ajout d'une composante résidentielle. Ce soir, chacune des 7 présentations sera suivie d'une période de questions et commentaires réservée aux commissaires. Les commissaires souhaitent que cette consultation favorise avant tout les échanges puisque cet exercice vise à entendre et à recueillir la diversité des points de vue de la population de l'agglomération de Montréal et les organismes de la société civile sur les impacts de ce projet localisé sur la partie industrielle du territoire de Ville-Mont-Royal. Dans le cadre de ce dossier, il est question des résultats des études d'impact du projet Royal Mount et des analyses et évaluations réalisées sur les éléments suivants. Les déplacements locaux, à la lumière des données récentes depuis janvier 2013, les déplacements notamment du réseau de transport en commun ainsi que sur le réseau routier élargi, englobant le réseau autoroutier et artériel, en tenant compte de la planification du projet Cavendish, l'équilibre de la structure commerciale locale et d'agglomération, l'évaluation financière et fiscale du projet en considérant les retombées fiscales municipales et les investissements publics à consentir, l'analyse de l'insertion urbaine du projet dans une perspective de densification et d'intensification des activités urbaines et du renforcement d'un pôle économique, l'évaluation de la possibilité d'une composante résidentielle soit ajoutée au projet. Je rappelle que cette consultation publique a été publicisée par le biais d'un avis public paru dans les 2 quotidiens montréalais, l'un francophone et l'autre anglophone, soit Le Devoir et De Gazette, et d'un communiqué de presse diffusé et repris par plusieurs médias, en plus de manchettes Facebook et Twitter.
Une invitation et des rappels ont également été acheminés à plus de 300 adresses électroniques de personnes et d'organismes de la société civile abonnés aux infolettes des commissions permanentes. Ce processus de consultation se terminera le 24 janvier prochain avec l'adoption des recommandations de la Commission. D'ici là, 3 autres assemblées se dérouleront, soit le 16 janvier en après-midi, ici même à 14 h. Le 16 janvier en soirée, on va se déplacer à l'hôtel Roubifou au 7655 boulevard des Caries, soit près du métro Namur. Et le lendemain, le 17 janvier à 14 h, de retour ici même à l'hôtel de ville pour une dernière séance de présentation des mémoires. La Commission se réunira par la suite en séance de travail pour analyser les commentaires reçus et formuler ces recommandations qui seront par la suite adoptées en séance publique le jeudi 24 janvier à 17 h. Le rapport et les recommandations de la Commission seront finalement déposés au Conseil municipal le 25 février 2019 et au Conseil d'agglomération le 28 février 2019. Un calendrier complet des présentations a été déposé sur la page Internet du dossier. D'ailleurs, sur la page Internet, vous pouvez retrouver l'ensemble de la documentation pertinente au projet, ainsi les mémoires qui sont déposées au fur et à mesure qui arrivent. Donc, on passerait à la lecture et adoption de l'ordre du jour. Avant de procéder avec l'audition des mémoires, la Commission doit d'abord adopter son ordre du jour, demander au commissaire de proposer l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous l'avez devant vous? C'est assez simple. Monsieur Gignac. Monsieur Perry, ça va? Madame la jeunesse? Merci. Donc, l'ordre du jour étant adopté, nous pouvons passer aux premières présentations des mémoires. Qui on appelle en premier? Barrio. Monsieur Barrio. Alors, à vous la parole. Donc, la façon que ça fonctionne, on a 10 minutes de présentation. J'essaie d'être assez serré, à moins qu'il y ait des fois des petits ajustements, mais j'essaie d'être assez serré. Puis, on a un autre 10 minutes de questions, échanges avec les commissaires qui sont possibles d'utiliser si c'est nécessaire. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce que vous avez besoin d'aide au niveau technique? Oui, je ne sais pas où est ma présentation sur l'ordinateur de la ville. Oui, je vous l'avais envoyé, vous aviez confirmé. Soyez sans crainte, oui. On ne vous vole pas ces minutes-là. Juste pendant ce moment, je vais juste remercier le président et les autres membres de la commission d'écouter durant les présentations. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Merci. Parfait. Merci. Alors, je me présente rapidement, Pierre Barrio, chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal et à l'Université de Montréal, où j'enseigne la planification du transport et l'aménagement du territoire depuis maintenant 11 ans. Et puis aussi, je travaille sur plusieurs projets de développement immobilier dans plusieurs arrondissements de Montréal ainsi que sur la rive sud proche. Mais je voudrais juste statuer que je n'ai jamais travaillé, ma compagnie n'a jamais non plus travaillé pour Carbone Léo ou ces autres compagnies qui sont affiliées au projet. OK, d'accord. Est-ce que, juste avant de commencer, est-ce que vous venez à titre personnel ou au nom de... Oui, à titre personnel aujourd'hui. Merci. Oui. Alors, merci. Alors, la première chose que je veux rappeler à la Commission, c'est que selon l'Institut de la statistique du Québec, selon les prévisions basées sur le recensement de 2011, on a une croissance de 410 000 foyers dans la région métropolitaine de Montréal pour les 25 prochaines années. Et on sait déjà que les nouvelles données de l'Institut de la statistique du Québec qui vont sortir bientôt vont dévoiler une croissance encore plus rapide du nombre de ménages dans la région métropolitaine. Donc, il y a besoin
Et la croissance, elle est là pour des unités d'habitation dans la région métropolitaine de Montréal d'une manière relativement significative. Si on regarde 2011-2036, c'est 25% plus de ménages dans le Grand Montréal. Donc, on a besoin au moins 25% plus de logements pour que les gens puissent vivre quelque part. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est où ira cette croissance? Il y a rareté de terrain. Il y a des limitations par rapport au patrimoine, par rapport aux auteurs. Évidemment, on ne veut pas démolir le plateau Mont-Royal pour emmener les gens à Montréal. Il y a aussi les contraintes liées au zonage agricole. Donc, la densité va émerger dans les banlieues là où elle est possible, souvent. C'est ce que l'on voit. Alors, et la solution à ça, souvent, c'est l'emploi des friches urbaines. Alors, les friches urbaines, c'est un concept qui a émergé il y a plusieurs décennies, et l'idée est la suivante. On prend les terrains qui sont sous-utilisés, mal utilisés, abandonnés, et on est capable de les développer pour répondre aux besoins actuels et futurs de la croissance de la région métropolitaine. Le secteur où est le Royal Mount, c'est un parc industriel de Montréal où on va pas se le cacher, est dévitalisé, est en perte de vitesse, comme plusieurs autres parcs industriels sur l'île de Montréal qui ont été construits après la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui ne répondent plus aux besoins du marché. Les bâtiments sont trop petits, ils sont vieux. Donc, à partir de là, ces bâtiments-là, en plus, leur fardeau de taxes est beaucoup plus élevé. Donc, à partir de là, on voit un transfert de l'activité industrielle vers l'extérieur. Cette tendance n'est pas neuve, ça existait au 19e siècle. Je veux dire, l'industrie a toujours été vers l'extérieur, l'extérieur. C'est une tendance lourde qui dure depuis très longtemps. Alors là, il y a une réflexion à avoir, à savoir si on désire optimiser l'usage de ces terrains pour les fonctions plus intensives et intéressantes, dont des nouveaux pôles résidentiels et commerciaux, ce qui nous permet de préserver le cadre bâti actuel dans les quartiers traditionnels montréalais et aussi de permettre cette croissance en même temps. Le Royal Mount, ce n'est pas le premier, ce ne sera définitivement pas le dernier projet de ce genre que vous allez voir, parce que le Royal Mount s'inscrit dans les grandes tendances lourdes de l'immobilier à travers la planète. La population augmente, le nombre de ménages aussi, et le nombre de déplacements par personne aussi. Alors ça, c'est un très grand casse-tête pour les planificateurs, parce que les autoroutes, elles, n'agrandissent pas. Et puis, à part 2-3 petits projets d'autoroutes qu'on va voir d'ici 40-50 ans, si on est malchanceux, on ne verra pas d'autres autoroutes dans la région métropolitaine de Montréal. Alors, si la population continue à croître et si les gens continuent à vouloir se déplacer de plus en plus, eh bien, on est dans le pétrin si on n'investit pas massivement dans nos infrastructures. Depuis 40 ans, l'État a encouragé l'étalement urbain en construisant des trains de banlieue et des autoroutes. Pendant ce temps, peu a été fait dans les quartiers centraux. On ne se le cachera pas, ce n'est pas la voie réservée sur l'avenue du Parc et sur P9 qui est la panacée, là, qui permet vraiment à répondre aux besoins de mobilité des gens. Alors, étant donné qu'on a délaissé les quartiers centraux, eh bien, l'activité économique et les gens ont tout simplement fui à la banlieue, là où la mobilité était souvent meilleure. Alors, pour retenir l'activité économique et les gens au cœur de Montréal, il faut construire un réseau de transport pour les Montréalais qu'ils veulent utiliser et qui a la capacité nécessaire pour le permettre. Alors, compétition ou synergie? Je sais, il y a certaines personnes qui disent que le Royal Mount est en compétition avec d'autres projets immobiliers. Moi, je dis non, au contraire, ils sont en synergie, parce qu'on est en train de créer un pôle de redéveloppement du Grand Montréal dans le grand secteur qui va d'Outremont avec le campus de l'Université de Montréal, l'hippodrome, le triangle, le redéveloppement futur du marché central, le redéploiement du centre Rockland et tous les travaux qui vont se faire dans les 40 prochaines années avec la reconstruction de l'autoroute métropolitaine et avec le potentiel de redéveloppement phénoménal. Dans toute cette zone-là, on a un potentiel facilement de 75 à 150 000 unités d'habitation supplémentaires. Alors, c'est une responsabilité très importante que les paliers publics de s'assurer que cette croissance et ce développement-là se fassent selon les meilleures normes environnementales et humaines. Alors, la solution, c'est de réaliser un plan de transport, pas d'une vie de 10 ans, un plan de transport d'une durée de vie de 50 ans qui va répondre aux besoins des citoyens et de la population. On doit y rattacher un plan d'aménagement du territoire et rattacher un plan de financement avec des sources dédiées. Parce qu'un plan de transport non financé, ça ne sert à rien. Alors, ça ressemblerait à quoi?
Il faut développer un réseau de maillage dense. Il faut arrêter de toujours construire le transport collectif pour uniquement relier le centre-ville aux banlieues. Il faut relier les banlieues entre elles et les quartiers centraux avec les banlieues aussi. Car les gens ne veulent pas juste aller au centre-ville, quoique je suis résident du centre-ville, je travaille au centre-ville, je magasine au centre-ville, je vais au gym au centre-ville. Ça ne change pas le fait que pas tout le monde fait toutes ses activités au centre-ville. Et le problème, c'est que souvent la mobilité qui ne va pas en direction du centre-ville est ignorée par les transports collectifs. Alors oui, il faut des tramways, des autobus plus fréquents, il faut prolonger le métro, construire des nouvelles lignes, aussi construire les nouvelles infrastructures cyclables qui seront nécessaires. Et il faut s'assurer que les lignes se croisent entre elles, multipliant les destinations possibles. Ainsi, le transport collectif pourra faire des gains significatifs contre la voiture. Et je termine avec ceci. À quoi pourrait ressembler un projet qui pourrait soutenir la croissance dans ce secteur? Par exemple, une ligne de tramway qui partirait de la station Bois-Franc, qui desservirait le Royal Mount, le secteur de l'Hippodrome, la station Namur, le secteur du Triangle, traverser le boulevard Jean-Talon, connecter à la station Acadie, monter le boulevard Acadie, desservir le marché central et connecter à la station de métro Sauvé. Ici, on relierait à 2 lignes de métro, le REM et tout un grand bassin de population où les transports collectifs sont de mauvaise qualité. Alors, on ne doit pas, et je conclus avec ceci, on ne doit pas freiner le retour de la population vers l'île de Montréal car les infrastructures de transport sont déficientes. Ceci, c'est nous amener direct vers le mur. On doit réaliser les infrastructures nécessaires pour que vivre au cœur de la métropole devienne le choix logique des gens, qu'on soit obligé d'arrêter de les frapper avec une massue sur la tête, mais qui veulent venir au centre-ville. Et la transition énergétique dont on a besoin en dépend. Merci. Merci, M. Barriot. Alors, je vais laisser, je ne sais pas s'il y en a qui voulaient réagir avec des questions. M. Coutu, M. Perry ensuite. Merci, M. Barriot. C'est un mémoire qu'on vient de recevoir, tout chaud. Oui. En même temps, positif, bref, direct au point, avec des solutions. Mais il manque quelques petits points, mais je veux vous aider dans ce sens. Puis il faut se comprendre, quand on parle d'étalement urbain, on parle d'environ 15 et 20 000 familles qui quittent l'île de Montréal à chaque année. Est-ce qu'on a les mêmes données? Vous et moi, à peu près? Sensiblement. Parce qu'on sait que la population va augmenter quand même, malgré l'étalement de 25 % Est-ce que c'est pris en considération, cette donnée-là? En fait, le 15 000 ménages supplémentaires, c'est 15 000 ménages dans l'espace métropolitain total. Alors, c'est les nombres de foyers supplémentaires qui s'ajoutent. Parce que si je peux juste ajouter peut-être une des raisons, c'est que si on prend un territoire, par exemple le plateau Mont-Royal, et on ne construit aucune unité d'habitation, année après année, la population va diminuer. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs phénomènes, dont un qui est plus que centenaire maintenant, c'est la diminution du nombre de personnes par logement. Donc, à chaque année, même si tu as le même parc immobilier, la population diminue année après année. En plus, on a des logements qui sont perdus au feu, on a des logements qui sont reconvertis commercialement, et aussi, évidemment, la tendance de « je prends un duplex », et maintenant, je le fais en unifamilial sur 2 étages. Alors, tous ces phénomènes-là font en sorte que, même si tu gardes le même parc immobilier, tu vas perdre de la population année après année. Donc, on doit contrer ça par de la construction, si on veut même juste conserver la population. Dans le fond, votre mémoire, au final, si vous me le permettez, M. le Président, c'est de comprendre un peu, réaliser un plan de transport, mais j'ajouterais, vous l'avez bien dit tantôt, à l'échelle humaine, de comprendre comment ça se fait que les gens quittent l'île de Montréal, de les retenir et d'en faire une île qu'on accueille tous les résidents, malgré l'éclatement des familles, malgré l'étalement urbain, etc. La seule chose qui manque, c'est des chiffres, parce qu'un tramway, peu importe le nombre de modes de transport, c'est quand même coûteux, mais on pourrait l'évaluer. Oui. Très intéressant. Merci. Merci. Merci, M. Coutu. M. Perry. Oui. Alors, bonsoir, M. Barriot. Merci pour votre présentation. Vous nous présentez ce soir ici un plan d'un transport structurant. C'est excellent. Vous parlez des tramways, vous parlez de prolonger le métro, vous parlez... Je pense qu'il n'y a personne ici qui pourrait être contre ces choses, sauf que moi, j'étais élu en 1982 la première fois, puis déjà en 1982, on parlait du prolongement du métro. Ça a pris depuis 1982 pour avoir un prolongement du métro.
Ici, ce soir, nous sommes ici pour parler du projet Royal Mount. Oui. Dans les conditions actuelles et pas dans l'avenir. C'est un projet réel maintenant. On doit se prononcer cette année et pas dans quelques années éventuelles. Alors, si vous deviez décider sur Royal Mount présentement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Si j'avais à prendre la décision, je vous dirais premièrement que c'est certain qu'un projet tramway, ça prend du temps énormément. Et si on veut que le projet se réalise, le Royal Mount, on doit trouver des mesures intérimaires pour justement répondre aux besoins de mobilité des gens. Parce que plus que l'on améliore la qualité du service, même si c'est des mesures temporaires, ça va déjà permettre de diminuer la dépendance à la voiture. Alors, si on prend par l'exemple, je sais, le promoteur a déjà proposé de construire une passerelle par-dessus l'autoroute pour relier le métro, mais c'est certain que, par exemple, avoir que ce soit, par exemple, les autobus autonomes qui sont très à la mode actuellement, des petits véhicules, permettrait une desserte temporaire du site, de même qu'un meilleur rabattement du réseau d'autobus en surface. Cependant, le marché répond très, très bien lorsque l'État investit dans les infrastructures de transport pour soutenir la croissance. Je comprends. Complémentaire. Je comprends. Sauf que ce que je cherche à savoir, c'est que oui, on pourra bonifier le projet avec tout ce que nous proposez, mais dans les conditions actuelles. Est-ce que vous donnerez une ligne, est-ce que vous pensez que le projet est réaliste dans les conditions actuelles? On peut souhaiter qu'il y aura d'autres prolongements de métro, ainsi de suite. On peut l'espérer, oui, mais il n'y a pas de garantie. Je vais vous donner un autre cas qui va peut-être faire le parallèle, qui va aider à bien comprendre. On va prendre le cas du 10-30, hein, le projet que bien des citoyens aiment détester. Le projet du 10-30 a été fait comme ça, parce qu'il n'était pas accessible en transport en commun. Mais quand la Caisse de dépôt et placement a amené le projet du REM, ça a amené un redéveloppement total du secteur de par l'existence de l'infrastructure du REM. Et on le sait maintenant, leur objectif, c'est de complètement démolir à terme plusieurs des bâtiments sur le site du 10-30 pour commencer à le densifier. Alors, dans ce cas-là, on est dans un calendrier de 20 ans sur le projet du Royal Mount, tel que j'ai vu dans la documentation. Donc, à partir de là, ça permet aux promoteurs de commencer à réaliser le projet et ça va permettre au pouvoir public de commencer les aménagements nécessaires pour atténuer les problèmes de congestion qui vont être réalisés. Merci. Monsieur Gignac. Il y a deux éléments qui m'apparaissent importants. L'emploi. Il y a une statistique que j'ai lue récemment, qui date, que 75% des nouveaux emplois dans la région métropolitaine de Montréal ont été créés à l'extérieur de l'île. Alors, et quand on sait que les gens, à 80% se déplacent en transport en commun pour aller travailler ou pour aller à l'école, étudier, ça ne devient pas une tendance normale que d'aller vers l'extérieur, justement favoriser l'étalement urbain si on ne parvient pas à garder des emplois sur l'île? Je vais peut-être reprendre différemment ce que vous dites. Montréal est historiquement une des villes où la concentration de l'emploi dans le secteur tertiaire était le plus concentrée dans le centre-ville de toutes les grandes villes d'Amérique du Nord. On s'en va vers une tendance où Montréal est en train d'un peu plus devenir moins excentrique statistiquement dans la courbe et rentrer un peu plus dans les patrons normaux de distribution de la population et des emplois. Alors, à partir de là, ce qu'on est en train de voir, c'est l'émergence de pôles secondaires d'emploi. C'est vrai, mais ce n'est pas des pôles aussi importants qu'on voit dans bien d'autres villes. C'est des pôles qui sont secondaires d'emploi et souvent qui permettent aux gens, justement, de vivre proche de leur lieu de travail. Alors, c'est certain, le centre-ville de Montréal sera toujours le centre-ville de Montréal. On a un problème actuellement où le pied carré est cher à construire au centre-ville et où il y a rareté de terrain. Donc, s'il y a rareté de terrain pour faire les tours à bureaux au centre-ville, eh bien, on doit trouver ailleurs où mettre ces emplois dans les tours à bureaux. Et mieux vaut les mettre, si on n'a pas le choix que d'être au centre-ville, on doit aller en banlieue. Donc, si on va en banlieue, mieux vaut être proche du transport collectif dans des quartiers denses que faire des tours éparpillés dans des parcs industriels où les gens n'ont pas le choix que d'y aller en voiture. Merci.
Allez-y. Et on pourra débattre cette question-là parce que votre réponse ne me satisfait pas. Maintenant, Cavendish. Oui. Comme solution à cette densité, à ce trafic, parce que votre dossier, c'est essentiellement un transport, c'est le transport structurant. Et, à mon avis, le transport, ça inclut des autoroutes, des routes, des rues, et ça. Définitivement. Cavendish, Oui. quel serait l'impact de Cavendish sur un projet comme celui-là? Dans mon analyse et dans ma compréhension de l'évolution de Montréal et de ce que je crois qui va arriver dans les 50 prochaines années dans le Grand Montréal, je crois fondamentalement que si on part du parc industriel de la Chine qui est au nord de l'autoroute 20, il y a tout un croissant de parcs industriels qui se rend jusqu'à dans Montréal-Nord, qui suit une espèce d'arc, qui, tous ces bâtiments-là sont à la fin de leur vie utile. Et on doit justement avoir des nouveaux projets qu'on a actuellement, comme justement un peu comme la pointe pour débuter cette réflexion-là. Et oui, ça nécessite, Cavendish, je pense que ça, c'est un lien qui est fondamental. Pour la mobilité dans le West Island, il y a des questions de sécurité civile, il y a des questions de mobilité. Et si on est capable de régler le problème du lien Cavendish, ça permet d'ouvrir énormément de terrain pour le développement résidentiel et commercial qui actuellement sont enclavés. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'aime mieux cette réponse-là que la première. Madame Villain. Oui, bonsoir. Vous avez répondu à une partie de ma question. Dans la dernière séance, on a aussi eu des personnes qui sont venues nous parler de cette problématique d'aménagement de l'ensemble du site, puis de le penser comme un ensemble. On a eu des propositions. C'est ça, j'aurais envie de profiter de votre expertise en urbanisme pour savoir si vous êtes penché sur quels outils nous pourrions utiliser en termes de planification et d'aménagement de l'ensemble de cet espace-là. Personnellement, je veux dire, peut-être je vais prêcher pour ma paroisse un peu. J'enseigne les cours de planification urbaine et de schéma d'aménagement et de plan d'urbanisme. Donc, je veux créer de l'emploi pour mes étudiants. Mais c'est certain que je crois qu'on devrait aller vers un PPU à long terme pour développer tout ce grand secteur-là. C'est un secteur qui a besoin de planification, qui peut-être est apparu rapidement sur le radar, un peu plus vite qu'on s'y attendait. Mais il y a une réflexion fondamentale à avoir sur le réaménagement de toute cette grande zone-là de Montréal. Et l'avantage, c'est que oui, le promoteur, il y a certains terrains, puis il est en train de développer autour, mais il y a encore beaucoup de terrains du parc industriel et ailleurs qui vont être nécessaires pour mettre en place les services tels que les parcs, tels que les écoles, tels que du logement communautaire et tous les autres services qui vont être nécessaires à se greffer dans le quartier. Parce que ici, c'est l'acte un peu... On fait un X et on dit ici un nouveau quartier et eux, c'est la première partie et il y a plein d'autres morceaux que justement on va devoir construire autour. Ça avait été effectivement proposé la dernière séance parce que vous parliez d'un autre côté de 10-30 en disant, dans le fond, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont construit, puis ensuite il y a eu le REM, puis là ils détruisent, puis ça c'est quand même un peu, en tout cas... Je suis pas pour cette approche-là. Okay. Vous seriez pour l'approche PPU? Oui, parce que le 10-30, comme d'autres secteurs montréalais que je nommerai pas, mais qui n'ont pas profité d'un PPU. On a vu un développement beaucoup plus chaotique, beaucoup problématique. Les promoteurs, en même temps, là, je veux dire, eux, si tu leur dis exactement ce qu'ils doivent faire sur le terrain, là, tu enlèves leurs risques, tu diminues les études et eux, c'est beaucoup plus facile à produire ce que la ville veut. Mais lorsqu'il y a un vide de planification, le promoteur, lui, doit un peu faire un stab in the dark, comme on dit en anglais, et essayer de pousser le projet que lui croit qui serait le meilleur. Alors, c'est le rôle fondamental de l'administration municipale de décider ce qu'elle veut sur le terrain et par la suite, les promoteurs vont suivre. Merci. J'avais, je crois, Mme Magini. Maintenant, si on retourne au sujet de la population et des prévisions sur le moyen, long terme, disons dans les prochaines 25 prochaines années, si le promoteur choisissait d'intégrer le développement d'unités d'habitation dans le cadre de ce projet-là, selon vous, quelles caractéristiques ces unités d'habitation devraient avoir si on prend en compte les besoins futurs de la population future montréalaise? Auriez-vous des éléments de réponse à nous donner à ce sujet-là? Alors,
Évidemment, moi, j'ai pas eu la chance de parcourir 100% de toute la documentation. Je n'ai quand même couvert une bonne partie. C'est certain qu'ici, on vise un quartier de classe moyenne aisée, un peu, c'est ce qu'on voit. Mais on est exactement au bon moment parce que justement, ce quartier-là est apte à devenir un quartier résidentiel, entre autres pour les familles. Pendant trop longtemps, on a développé nos quartiers centraux en excluant les familles. Ma femme et moi, on a souvent regardé pour acheter. Et nous, on est résidents du quartier latin, on habite sur Saint-Denis, au centre-ville. Et puis, pour trouver des 3 chambres à coucher, on trouve rien. Je veux dire, même dans des salaires de personnes qui sont dans l'universitaire et dans le secteur privé, avec des hauts taux de scolarité, on ne peut pas se permettre de vivre avec des unités pour avoir des familles dans le centre-ville. Donc, des secteurs comme celui-ci permettent de diminuer le coût au pied carré qui permet aux gens de quand même rester dans les quartiers centraux et sur l'île de Montréal. Alors, je crois qu'il doit vraiment avoir une composante significative et je crois que le marché va répondre aussi. Je crois que le marché va répondre aussi parce que de plus en plus, ces gens-là qui ont déménagé dans un studio dans Griffintown, eh bien, ils commencent à trouver des copains, des copines, ils commencent à se multiplier et puis ils ne veulent pas nécessairement se taper les ponts matin et soir. Et c'est justement ce moment-là qu'on doit essayer de les garder. Est-ce qu'il y a d'autres interventions avant la mienne? Merci. Vous parliez de l'exercice de PPU, sauf que si je ne m'abuse, monsieur le professeur, vous allez peut-être me corriger, mais si je ne m'abuse, c'est que le PPU se trouve dans... C'est un outil d'une municipalité, mais là, on se trouve dans une zone, ce qui est assez rare, depuis... parce qu'on a un projet qui a autant d'impact, qui dépasse une limite territoriale d'une seule municipalité depuis les diffusions. Là, c'est peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'on me corrigera, mais que le premier, c'est que vraiment autant Côte-Saint-Luc, bon, les arrondissements autour et même les impacts au niveau métropolitain, oui, dont à Laval et tout ça, concernant le commerce notamment. Sans parler de la circulation, qu'on oui, a abondamment parlé ici. Alors, exercice PPU. On a eu M. Rayside dans la première séance, qui nous parlait de, entre guillemets, parce que ça n'existe pas dans la LAU, un super PPU, donc oui, remettre la marmite sur ce projet-là, mettre un stop, dire oui, peut-être l'habitation, mais si c'est mieux réfléchi avec Blue Bonnet, avec les autres, puis vraiment de réfléchir, parce que ça n'a pas, malheureusement, l'exercice PPU Ville-Mont-Royal a été vraiment... alors, c'est quoi votre idée là-dessus quand vous dites PPU? Alors, c'est des multitudes de PPU qui ne sont pas nécessairement connectés ensemble. Qu'est-ce que c'est la solution? Si on avait à refaire, si on avait aujourd'hui le pouvoir de dire, OK, on recommence tout ça, là. Moi, la manière que je pourrais le voir, effectivement, c'est que l'agglomération a un rôle de coordination. Et on approche, si je ne me trompe pas, normalement, au renouvellement des outils de planification de l'agglo et de la Ville de Montréal. Alors, à partir de là, c'est justement le moment opportun de mettre en place un document qui chapeaute l'aménagement de toute cette grande zone-là que moi je vois qui va de la Chine, par exemple, jusqu'à Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, même Montréal-Nord, où l'agglomération de Montréal énonce sa vision. Et une fois que cette vision-là est énoncée, elle sera incluse dans le schéma d'aménagement et développement. Une fois qu'elle est dans le schéma d'aménagement et développement, le plan d'urbanisme doit être conforme et les PPU devront suivre ce qui est dans les documents, dans les autres documents. Donc, à partir de là, un document d'orientation de la Ville de Montréal qui pourrait ensuite être transmis dans une révision du SAD pourrait ensuite se répercuter par percolation vers les autres. Mais, M. Barriot, on revient au PPU, on le sait, il y a un oui, outil qui est d'AGLO, qui est le schéma d'aménagement, ou même plus haut au niveau du PMAD, au niveau de la région métropolitaine, ça reste des orientations. Quand on arrive avec quelque chose de plus concret, localement, c'est le PPU. Mais le PPU reste quand même, il a sa limite territoriale. Oui. Ville-Mont-Royal a fait son travail, ils ont fait un PPU pour cette zone-là, mais en tenant pas compte du reste des zones limitrophes qui ne sont pas dans Ville-Mont-Royal. Cependant, sans aller dans la technicalité, là, je ne me rappelle plus c'est quel article, mais dans le contenu obligatoire et facultatif du schéma d'aménagement, il y a un article où justement le schéma peut inclure les aménagements intermunicipaux à l'intérieur du SAD.
Donc, à partir de là, par exemple, c'est utilisé historiquement, par exemple, si tu fais une ligne de train de banlieue, par exemple, qui traverse la MRC, bien, la MRC pourrait décider autour de chaque station, on fait telle chose. Alors, vous pourriez utiliser cet article-là du SAD, potentiellement, je ne suis pas juriste, là, mais vous pourriez utiliser cet article-là, justement, de développer une vision d'aménagement intermunicipal parce qu'elle est concernée autour de cet axe-là. On accepterait, mon collègue, le vice-président, même ici me souffle à l'oreille, mais on accepterait volontiers de l'information davantage là-dessus pour les membres de la commission. Ça nous ferait plaisir de recevoir ça. Donc, merci. Juste finir, bon, je sais que votre dada était beaucoup sur le transport, donc un peu la colonne vertébrale d'un nouveau développement. L'œuf ou la poule, là? Est-ce qu'on dit, avant de continuer, assurons-nous qu'il y ait du transport collectif, puis en plus, on est dans le plus grave problème de congestion de tout le Québec, qui est les angles, les deux axes autoroutiers. Donc, on fait quoi, là, cette question-là de colonne vertébrale? On l'a entendu dans la dernière séance, puis il y a déjà des mémoires d'arrivée qui nous emmènent un peu dans ce sens-là aussi. Alors, moi, je dis à mes étudiants, vous savez, on vit un réel malaise de société au Québec. Je leur dis, c'est pas normal qu'on a des salières et poivrières de comptes de construction. C'est pas normal qu'on a une BD d'un compte de construction qui prend le métro pour aller au travail parce que les camions sont bloqués dans la construction. On a un réel malaise de congestion. Et pourquoi? Pour reprendre votre analogie de l'œuf ou la poule, le problème, c'est que la poule n'a pas pondu d'œuf depuis 40 ans. Et là, on est dans le pétrin parce qu'on n'a plus d'œufs. Alors, à partir de là, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut arrêter peut-être de blâmer la poule et dire, ben, peut-être faudrait trouver des nouvelles poules parce que ça fait 40 ans qu'elle n'a pas pondu d'œufs et trouver des nouvelles stratégies, dont des taxes sur l'essence, des taxes sur l'immobilier, des PPP. Il y a énormément de stratégies et d'outils. Et je vous ferai, par exemple, l'exemple de Los Angeles qui est allé de 0 transport collectif, outre l'autobus, à maintenant un des réseaux en plus forte croissance aux États-Unis, parce que c'est donner les outils financiers pour financer les infrastructures dont elle a besoin. Montréal souffre parce qu'elle n'a pas les moyens de financer ce dont elle a besoin. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation et cet échange. Donc, on passerait à la présentation de Tourisme Montréal. Je vois M. Belrose qui s'avance. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que les collègues avaient la présentation de Tourisme Montréal? Est-ce que vous avez reçu mon mémoire? Oui, parfait, merci. On l'a pas perdu sur le site. Donc, Pierre Belrose, vice-président Tourisme Montréal, merci de l'invitation, l'opportunité de nous permettre d'émettre notre point de vue. Pas quelques lignes sur Tourisme Montréal, qui est un organisme privé à but non lucratif, qui est financé essentiellement par des fonds privés et par les touristes eux-mêmes. C'est la taxe sur l'hébergement qui finance Tourisme Montréal. Mais on a aussi un mandat, en plus de la promotion et de l'accueil, du développement de produits, c'est d'essayer de comprendre et de réfléchir sur où s'en va le développement de produits, sur l'impact du tourisme sur la communauté et sur les différents arrondissements. Donc, on se sent pertinent de réfléchir avec vous là-dessus. Un mot aussi, puis j'écoutais l'autre intervenant sur le long terme, un mot sur la croissance touristique. On a une croissance touristique forte actuellement, de 6 à 7 % par année. On a eu 10 % au 375e, et 2018 la même chose, 2019. Actuellement, on a 2 fois plus de chambres d'hôtel qu'il y a 25 ans, et on s'attend, selon l'Organisation mondiale du tourisme et tout le monde, que dans 25 ans, il va y avoir 2 fois plus de touristes. Ils ne coucheront peut-être pas tout à l'hôtel, on va voir ce qui va arriver avec l'hébergement collaboratif, mais au-delà des cycles économiques, il va y avoir des baisses, il va y avoir des hausses, la tendance touristique est à une hausse croissante, beaucoup plus importante que les Montréalais. Ce qui fait qu'on voit dans des institutions culturelles, par exemple, en 20 ans, le pourcentage de touristes a augmenté parce que la croissance est beaucoup plus forte du tourisme que la clientèle locale. 2 éléments très importants à comprendre du tourisme urbain, très très simple. Le tourisme urbain est centripède. Les gens restent au centre. Montréal est la ville touristique la plus centripède d'Amérique du Nord. 80 % des dépenses de la région métropolitaine en tourisme se font dans l'arrondissement Ville-Marie, le plateau Mont-Royal.
C'est beaucoup plus en pourcentage que n'importe quelle ville. C'est un peu l'effet de beigne à l'envers. Les gens en général, quand ils vont du centre-ville, après, ils ne vont pas à Laval, ça arrive sud, ils vont aller dans les cantons de l'Est et de Laurentides. On a l'effet que pas à Québec ou à Boston ou ailleurs. Donc, c'est très, très centripède. Pour déplacer de ce centre-là, ça prend une concentration qu'on a un petit peu au Stade olympique, au Jardin botanique. En général, les gens vont là, ils reviennent, ils couchent à Montréal. Donc, deuxième élément important pour le tourisme urbain, les gens ne prennent pas leur voiture. Nulle part. Ni à Boston, ni à Paris, ni à Montréal. Quand ils visitent une ville, 90% des touristes se promènent en transport en commun, essentiellement en métro, peu en autobus ou en tramway, où il y a des tramways, beaucoup en métro. Donc, les questions de circulation, parking, travaux, très peu d'impact sur le tourisme urbain. On a très peu de plaintes des travaux à Montréal. Les Montréal s'en plaignent parce que les touristes qui ont des travaux, ils sont déjà en ville, ils se promènent à pied beaucoup dans les quartiers centraux et ils se promènent autour. Donc, la question de la circulation n'est pas un enjeu touristique important. Je voulais juste préciser, c'est centripède et les gens se promènent en transport en commun. S'il n'y a pas de transport en commun, ils n'iront pas. Ils vont difficilement au Sauté-Récollet, qui est intéressant. C'est loin, puis c'est compliqué en transport en commun d'y aller. Donc, des choses importantes en termes de... Notre réflexion sur le projet maintenant, cela étant dit, sur le Royal Mount, on est conscient des impacts que ça a. On a vu la documentation. C'est sûr que nous, on se considère qu'une expertise pointue. Quand je vous parle des touristes, je ne dis pas transport en commun, on n'est pas des experts en circulation. C'est jamais des choses qu'on a beaucoup analysées parce qu'on sait que ça nous interpelle moins. Comme citoyen, oui, montréalais, mais pas comme intervenant. Tourisme Montréal salue la confiance des groupes d'investisseurs du projet Wildmount d'un investissement de 2 et même plus milliards de dollars à Montréal. C'est probablement le plus gros projet d'incidence touristique, parce que ce n'est pas juste un projet touristique, on s'entend, mais au Québec, des premières années, que cette confiance-là dans l'économie montréalaise, avec en partie des investisseurs probablement internationaux là-dedans, on salue ça. Mais quand même, il y a un écosystème montréalais, ça s'inscrit, ça n'arrive pas comme ça, comme une secoupe volante dans un centre. Il faut tenir compte de l'écosystème montréalais, c'est un peu là-dessus qu'on veut discuter. On a dans notre mémoire, je n'aurai pas le temps d'en parler, toute la question de c'est quoi un pôle touristique, mais ce qui est important, c'est que pour faire déplacer en dehors de ce concept centripède, ça prend une concentration. Une concentration que le projet Wildmount semble démontrer, commercial, hôtelier, divertissement, en plus résidentiel, des choses que nous, on connaît moins. Et donc, c'est certain que pour nous, c'est plus l'accessibilité de transport en commun qui va être la question importante, qui va toucher plus si le projet va atteindre ses cibles touristiques que la question de la circulation autoroutière, qui est un enjeu de Montréalais, mais qui va moins toucher la question touristique. Nous, ce qu'on a fait, on a décomposé chacun des éléments du projet qui nous touche, puis on a essayé de voir très rapidement. Donc, par exemple, les activités de commerciales. Donc, on a analysé la question des activités commerciales. Il va y avoir des retombées, des bannières de renommée internationale, position de gamme. On parle d'une année du luxe, qui semblent tous des atouts potentiels en lien avec l'intérêt de Tourisme Montréal pour le marché, de ce marché-là. On tient quand même à préciser qu'il y a actuellement aussi des investissements majeurs au centre-ville. Quand je vous disais, le tourisme est centripède, hein, on est très, très préoccupé des travaux de la rue Sainte-Catherine. Donc, le centre-ville, une transformation majeure, Ivanhoe-Cambridge met $1 milliard. Il y a l'hôtel Burks. Les promoteurs du Royal Mount ont des gros projets, l'hôtel Four Seasons et autour, avec Old Renfrew au Gilvey. Donc, on est aussi... on tient compte aussi de cette question-là. Donc, ce qu'on souhaite dans l'aspect, et vous allez voir, c'est dans chacun des éléments, on souhaite que ça se fasse en complémentarité. On n'a pas idée actuellement, nous on discute avec le promoteur, on a des présentations, mais on n'a pas idée qui va être ces bannières-là, quels vont être ces hôtels et quels vont être ces lieux de divertissement. Mais on souhaite que ce soit en complémentarité avec le centre-ville pour pas que ça y arrive du cannibalisme. On sait que selon les études, ça va être plus les centres commerciaux de Laval ou du nord de l'île qui vont être affectés, mais il est possible que ça affecte aussi le centre-ville. Donc, nous, on souhaite que ça se fasse dans la complémentarité. La même chose avec les activités culturelles.
On parle de 2 salles de spectacle, une locale, une assez grande en termes pour attirer du divertissement. Effectivement, si c'est un spectacle permanent du Cirque du Soleil, tant mieux. Donc, on souhaite aussi que c'est, ou autre, des choses qu'on ne retrouve pas à Montréal. Dans le fond, on souligne la qualité d'un promoteur, on souhaite que ça se maximise en termes d'impact et minimise les éléments importants, surtout sur qui est le cœur du tourisme à Montréal, les quartiers centraux et le centre-ville. Donc, on connaît bien les gens du quartier des spectacles, du monde culturel. C'est un écosystème fragile qui va bien ces années-ci, 2017-2018. Il y a une assez bonne fréquentation au niveau des spectacles actuellement, mais il faut faire attention à cette concurrence-là et tenir compte de cette complémentarité-là. Le divertissement, c'est un autre élément. On a plusieurs promoteurs de divertissement qui sont venus nous voir depuis quelques années, des aquariums, des salles d'eau intérieures. Ils n'ont jamais trouvé d'emplacement pour se situer. On a discuté avec les gens du Vieux-Port. Ce n'est pas évident de trouver un emplacement. Il semble-t-il que ça pourrait être une opportunité au Royal Mount de cette nouvelle génération de centres commerciaux qu'on n'a pas au Québec. Donc, dans le fond, on passe de la génération du 10-30 à la génération du 15-40, c'est-à-dire un centre commercial qui intègre à même les éléments commerciaux, le divertissement, comme on retrouve un peu au Moyen-Orient, un des premiers qui serait au Québec, puis même au niveau de l'Amérique du Nord. Et ça va permettre d'accueillir des types d'activités qu'on n'est pas capable d'accueillir, semble-t-il, à Montréal et au Québec. Donc, ça permettrait d'amener une plus-value qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, on ne jouerait pas ce jeu de peut-être nuire en partie à l'écosystème actuel. La même chose avec la restauration. Montréal est une des villes, après New York, qui a le plus de restaurants par kilomètre carré. Il y a énormément de projets de restaurants. Il y a un projet de restaurant au centre Eaton. Il y a un gros projet aussi sur la rue Saint-Laurent. Donc, comment tout ça peut cohabiter avec ces espaces de restaurants? Il faudrait aussi, si possible, que ça se fasse dans la complémentarité. Et l'hôtellerie, on parle de 800 chambres. Je venais de vous le dire, le tourisme est en forte croissance au-delà des cycles. Selon certaines analyses, on peut, à une croissance normale moyenne, et on est plus que la moyenne, intégrer 200 à 300 chambres par année. Ça, c'est un rythme de croissance comme on a eu en 2015-2016, moins qu'on a actuellement. On parle peut-être de 800 chambres. C'est bien, mais là, n'arrive pas en même temps 2023, 2022, 2024. Et là, on aurait pendant quelques années une suroffre hôtelière. Donc, c'est s'assurer aussi dans le milieu hôtelier que tout ça se fasse, mais à long terme. À long terme étant, vous parliez, c'est quoi le court terme, c'est pas long terme? M. Belrose. Oui. Dans tous les éléments, dans le fond, je vais résumer. On souhaite la complémentarité. Donc, on salue l'initiative, on souhaite la complémentarité avec l'écosystème pour que les éléments fragiles puissent continuer de bien vivre. Et nous, on veut continuer la conversation avec le promoteur pour s'assurer que l'arrivée de ce projet-là se fasse avec le plus de bénéfices possible et le moins d'écrans possible. Merci beaucoup. Alors, chers collègues, la parole est à vous, M. Posé. Bonsoir. D'abord, je suis ici. Ah oui, excusez, je vois. Pas de souci, oui, excusez-moi. Ça va. Merci pour votre présentation. Écoutez, en ce qui a trait à toute la question des équipements culturels, oui. Bon, vous indiquiez tout à l'heure que pour assurer que ça réponde aux besoins du marché et tout ça, ça prend des équipements qui vont être complémentaires, synergiques, en concertation et tout ça. Dans une présentation précédente, justement, de la part du quartier des spectacles, qui nous indiquait qu'il y avait quand même une stagnation assez importante au niveau de la vente de billets de spectacle. C'est quand même sur un horizon d'autour près d'une quinzaine d'années. Quel genre de complémentarité vous verriez pour venir justement défaire cette stagnation-là qui s'est quand même installée de façon assez forte dans la tendance au niveau des ventes de billets versus l'offre de billets de spectacle disponible annuellement? Je prends l'exemple de Cavalia. Quand Cavalia est allé s'installer à l'est du pont Jacques-Cartier, dans un endroit c'était plein. Hein, c'était plein et il n'y a pas eu en 2018 de baisse
des autres, même 2018 à l'automne, ça a bien été dans les théâtres. Donc, quand on ajoute, quand il y a eu les comédies musicales là, de Juste pour rire, Mary Poppins, c'était des 4-5-0 qui venaient. Donc, quand on attire quelque chose d'unique, qui est différent, ça attire le monde. Le monde sont prêts à aller à l'encontre de leur habitude. Donc, je donne quelques exemples. Il y a plein de... Je donnais l'exemple, si on pourrait avoir... C'est un fantasme, enfin, un show permanent du Cirque du Soleil ou l'équivalent. Les gens vont se déplacer. Je ne pense pas que ça va enlever les gens qui vont aller au TNM, les gens qui vont aller à l'OSM. C'est notre conviction parce qu'on a vu quelques cas où c'est ça qui est arrivé. Mais, on le note dans notre mémoire, on est sensible à cette question de la complémentarité-là. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ah, oui, M. Gignac. Pour ma culture... Oui. Prenez le micro, excusez-moi. Le quartier 10-30, au risque de me tromper, aurait reçu une certification du gouvernement du Québec comme destination touristique. Ils ont besoin d'avoir une certification parce que... Donc, le 10-30 n'a pas eu d'impact sur le tourisme à Montréal. Ce qui est arrivé, c'est les gens des troisièmes banlieues qui sont allés là. Il n'y a pas de personnes de Montréal et des touristes montréalais. C'est centripède. C'était pas assez fort pour empêcher les gens d'aller au centre-ville. Donc, le tourisme qu'ils ont eu, c'est des gens de la Rive-Sud et un peu des gens de quelques-uns ciblés qui avaient des commerces de Montréalais, mais je ne suis pas au courant de cette certification-là. Ah, vous n'êtes pas au courant? Non. Parfait. OK. Ça répond à la question. Voilà. Merci. M. Sarrault. Bonsoir, c'était très intéressant, votre présentation. Je trouve que c'est quand même, dans tout le respect, très conceptuel. Je vais vous dire même que j'ai de la misère à définir si vous voyez ce projet-là comme un moteur au tourisme à Montréal ou un frein, c'est pas clair tout le temps. Vous parlez beaucoup de complémentarité. Moi, ma question à vous, c'est la suivante. Est-ce que vous voyez ça comme critique dans la stratégie de croissance pour Montréal? Est-ce que vous pensez que si ce projet-là ne se réalisait pas, par exemple, ça aurait un impact négatif sur la croissance anticipée du tourisme à Montréal, qui est quand même assez importante depuis quelques années? S'il n'y avait pas eu le promoteur, s'il n'y avait pas eu le projet, si on n'avait jamais entendu, je serais toujours là à travailler du tourisme, puis il y aurait une croissance, c'est sûr. Mais nous, ce qui est important, c'est des projets comme la pyramide, c'est de travailler dans les quartiers, c'est qu'il y ait de la nouveauté, mais pas nécessairement toujours des gros projets, mais aussi des gros projets pour alimenter cette croissance-là. Le 375e a amené une forte croissance qui s'est maintenue en 2018. Pas juste des gros projets. Oui, mais c'était un événement, ça, le 375. Oui, mais il y a eu le Pointe-à-Calière, il y a eu le Musée des Beaux-Arts, il y a eu le Grande Roue, il y a eu plusieurs projets concrets. Donc, oui, ça alimente, mais s'il n'y a pas de projet, si ça ne marchait pas, non seulement on va survivre, on va avoir une croissance, elle va être peut-être un peu moins forte. Vous n'avez pas quantifié... Non. On n'a pas assez d'informations. On n'a pas les noms des bannières. Même si c'est quand même à haut niveau, on s'entend, là, vous n'avez pas fait non. l'analyse. Il faudrait un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Oui. Parfait. Merci. D'autres interventions? Alors, je vais me permettre à mon tour. Oui. Merci, Belle-Rose. Effectivement, je vais prendre le relais de mon collègue. Pour moi, il y a beaucoup... Bon, comme vous, comme nous, on manque d'informations, on ne peut pas savoir, mais il y a quand même le doute de cette complémentarité-là. Puis je vais mettre en lumière qu'est-ce qui m'apparaît, moi, un peu peut-être contradictoire dans votre présentation. Parce qu'en même temps, on sent que la dangerosité de maintenir aussi la fragilité. On a eu les gens du quartier des spectacles. Oui, le partenariat. Je suis en conversation avec eux aussi. Là. Rien ne se perd, rien ne se crée dans ce bon monde, il me semble, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Quand on crée des nouveaux restaurants, alors qu'on dit qu'à Montréal, il y en a, par rapport à Toronto, pour la population, il y a X nombre de pieds carrés de trop en restauration. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs fermes, il y a un renouvellement. Et c'est pour ça qu'on a une super offre aussi, parce qu'il y a... Mais en même temps, malgré une complémentarité ou quelque chose d'autre de super nouveau en restaurant, vous allez avec votre famille ou avec des amis manger dans un restaurant, dans un endroit X, par exemple le futur projet, vous n'irez pas ce soir-là ou dans les prochaines semaines dans un autre restaurant que normalement vous avez un budgété un certain montant. Il me semble que pour nous, on se l'est fait dire à maintes reprises, cette question de
fragilité, vous en pensez, et c'est la même chose en spectacle. C'est sûr que si on emmène d'autres choses, c'est des nouvelles clientèles, c'est là qu'on dit, oui, OK, c'est une nouvelle clientèle, ça va. C'est dans ce sens-là, effectivement. Là. Mais les fameux touristes qui se promènent à pied dans les quartiers centraux, là-bas, la congestion les préoccupe pas. J'aimerais vous entendre là-dessus. C'est quoi le... Donc, j'ai deux questions. La question de... Non, mais la question du touriste qui n'est pas préoccupé par la congestion autoroutière qui serait là-bas, mais qui irait là. Donc, on présume qu'ils vont arriver en navette de l'aéroport. Ils vont arriver, effectivement. S'il n'y a pas de transport adapté à leurs besoins, métro, navette, ils n'iront pas. Ou s'ils sont pris dans le trafic? Bien, ils ne se promènent pas en voiture. Donc, ils ne seront pas pris dans le trafic. Les seuls qui viennent en voiture un peu plus, c'est les Québécois des régions, qui n'ont pas compris qu'aller du Musée des Beaux-Arts au Stade olympique à l'heure de pointe, ça ne fonctionne pas en voiture. Mais sinon, les touristes, la majorité des touristes, donc le défi, c'est la passerelle au-dessus du métro La Savane et c'est une navette vers l'aéroport, entre autres. Vous croyez que les gens, les touristes arrivant de Berlin, de Chine, tout bon, vont se rendre dans le métro de la Savane? C'est-à-dire que le pôle aérien de Montréal est en train de changer. 30% des gens sont en transit. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Il y a un marché maintenant, c'est de plus en plus fréquent que les gens, on leur propose de rester une nuit de plus pour voir la ville. Donc, autre chose. Il y en a qui vont prendre le REM puis aller au centre-ville, c'est sûr. Ça va prendre 20 minutes en 2022-2023. Puis il y en a d'autres, peut-être, qui vont de cette journée-là d'aller au Royal-Mount, au 1540. D'accord. Juste faire un point là, par rapport à Ville-Marie, je suis un peu au courant parce que, bon, comme je siège et je suis au CCU, il y a quand même en cours, depuis 2 ans, 25 certificats de nouveaux hôtels, totalisant 1500 chambres. On a 800 à venir qui sont à l'étude présentement, donc 4-5 projets totalisant 800 chambres de plus. Là, j'entends que la croissance du tourisme va augmenter plus vite que la population. Effectivement, il y a un problème. Il y a un enjeu en termes de... Quand je siège au CCU de Ville-Marie, et à chaque fois que je vois un nouveau projet d'hôtel, je me dis, mon Dieu, est-ce qu'on peut faire une veille sur les hôtels à Montréal? Parce que je ne suis pas sûr qu'on va pas demain matin en avoir trop. Il y a un enjeu à long terme, comme je vous disais, d'ici 15 ans, je ne vois pas d'enjeu. Avec tous ces projets-là de 20 ans. Il y a un enjeu dans les 5 prochaines années, effectivement. Parce que, comme on le dit, ça va bien. Mais ça attire les promoteurs hôteliers, beaucoup au centre-ville, dans le quartier des spectacles, quelques projets même dans le Myland. Et donc il va y avoir d'où notre préoccupation qu'on a indiquée par rapport au moment, dans 5 ans, mais à moyen terme, dans 10 ans, ça s'absorbe. Avec cette croissance prévue mondiale et à Montréal. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre présentation. Oui. Madame Villain, juste Monsieur Belrose. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Il y a Madame Villain qui vous a... Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. J'aimerais ça profiter un petit peu de votre connaissance du marché international du tourisme. Quand vous voyez la présentation de Royal-Mount par rapport au tourisme traditionnel qui vient à Montréal, donc un tourisme de quartier, un tourisme plus d'authenticité, de vie des Montréalais, de vie des quartiers, est-ce que... à quoi vous compariez Royal-Mount? Si vous aviez à promouvoir Royal-Mount dans quelques années, est-ce que vous l'inséreriez dans l'offre globale de Montréal ou est-ce que c'est comme une niche? Effectivement. Les 11 millions de touristes ne sont pas monolithiques. Il y a effectivement une tendance vers l'authenticité. Et c'est pourquoi, même dans nos stratégies de Tourisme Montréal, on va vers les quartiers. Donc, il y a une tendance, elle est forte. Et je pense que ça va augmenter, une croissance vers ces... Mais il y a une catégorie de gens qui, pour une soirée, on le voit bien, vont au casino. Hein? Puis il y a des problèmes de... Donc, on va avoir une partie de la clientèle qui va doubler d'ici 25 ans, qui va vouloir aller vers ce type d'expérience-là. Il y a des projets aussi, on parle à l'est du Pont-Jacques-Cartier, Quai des Lormiers, il y a le casino. Donc, il y a une partie de la clientèle montréalaise et touristique, tu sais identifier le pourcentage, qui va avoir le goût de vivre quelques heures ça, et qui va revenir après au centre-ville ou qui va rester dans les quelques centaines de chambres qui sont là.
Mais est-ce que le super, le projet Royal Mount, donc le super centre d'achat luxueux où tu vas passer 24 heures, magasiner, aller au glissado, puis manger sur place, est-ce que c'est une tendance forte au niveau mondial? Est-ce qu'il y a une demande pour ça? Ce que j'en comprends, c'est la nouvelle génération des centres commerciaux qui sont commencés au Moyen-Orient, en Turquie, et qui s'en viennent en Amérique du Nord. Oui, c'est une tendance. Je pense que les 10-30, comme c'était fait dans les années 2000, c'est terminé. La prochaine génération, ça ressemble au 15-40. Oui, ben, c'est mon opinion. Je ne suis pas un grand expert, mais c'est la littérature que j'ai lue. OK. Merci. Merci. Merci, M. Belrose. Donc, j'appellerai le prochain intervenant, M. Régent Benoît. Sa présentation. Ça va? Oui. Excusez-moi, M. le Président. Je pensais oublier intervenir. Donc, on va appeler M. Benoît qui va s'installer. Merci de venir nous voir ce soir, de présenter votre mémoire, d'avoir pris l'effort aussi, d'avoir composé ça. Alors, la parole est à vous. Comme les autres, bon, on essaie de maintenir le fameux 10 minutes et l'échange par la suite. Fait que, allez-y. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation, Monsieur le Président, membre de la Commission. Voici mon mémoire. Le tramway, la solution pour réduire la congestion routière générée par le Royal Mount et les autres projets immobiliers du secteur Namur de la Savane. Bon, je suis analyste en transport. J'ai constitué une base de données sur les commandes de tramways modernes dans le monde. Ma base de données présentement contient 24 000 rames de tramway dans 400 villes et j'inclus là-dedans les métros légers et les trains légers. J'ai travaillé pour la firme Genivard qui a été incorporée qui fait maintenant partie de WSP. J'ai travaillé avec plusieurs des personnes qui ont fait l'étude de circulation qui a été présentée pour ce rapport. Puis, j'ai aucun contact avec les gens depuis des années. Bon, on sait, le projet Royal Mount est un projet de très grande capacité, puis il va générer du trafic et c'est certain, quand on regarde, on voit, c'est ça, autour du Royal Mount, il y a déjà environ 800 appartements, condos qui sont déjà prévus ou construits récemment. Et puis, quand on regarde M. Benoît, est-ce que vous pourriez vous rapprocher du micro? Je vous entends vraiment pas bien. D'accord, merci. Monsieur le Président. D'accord, merci. Merci beaucoup. Puis, merci. Quand on regarde le territoire industriel, relativement bien occupé, on voit que ce potentiel-là, autour du Royal Mount, pourrait facilement doubler. On voit, c'est facile d'imaginer plein de projets immobiliers qui vont pousser autour du Royal Mount. Donc, il ne faut plus penser en termes de 8 000 logements, en incluant l'hippodrome. Il faut plutôt penser à 15 000 ou 20 000 logements. Donc, il va y avoir un problème de capacité routière, assurément. Et le Royal Mount, on voit sur la page 4 de mon mémoire, il y a 4 accès en voiture pour le Royal Mount et un accès important via le métro, avec la passerelle, bien sûr, qui est une excellente idée. Donc, mais on voit qu'il y a un déséquilibre. C'est plus facile d'aller en voiture qu'en transport en commun. On voit un peu comment la disposition, c'est relié au métro, mais c'est un peu excentrique. C'est un peu en bout de ligne. Ça n'a pas le même attrait qu'un projet similaire près du centre-ville. Au centre-ville, on sait, on atteint des 60% d'utilisation du transport collectif. L'étude de circulation disait que dans des scénarios qui pourraient peut-être atteindre 60%, je n'ai pas regardé en détail comment ils pensaient y arriver, mais
je reçois de bonnes chances. Chez les employés, juste pour corriger. Ouais. Ah, OK, chez les employés. Mais c'est quand même en bout de ligne et à moins que les coûts du stationnement soient prohibitifs, on peut se demander si ça va être ils vont être capables d'atteindre le 60% comme ça. Mais on voit quand même la comparaison entre le centre-ville, où est-ce qu'il y a 3 lignes de métro, mais la ligne verte et la ligne orange comptent pratiquement par chacune 2 lignes de métro parce qu'il arrive plein de chaque côté. C'est 5 lignes de métro au centre-ville, donc il y a un immense attrait. Versus le Royal-Mount avec un seul accès, je trouve ça faible pour la taille de l'endroit. Puis aussi, tous les projets, il ne faut pas le voir seulement à Royal-Mount, il faut voir tous les projets immobiliers prévus et futurs. Un peu plus loin, je présente l'étude de l'enquête origine-destination qui a été faite par l'AMT, où est-ce qu'on voit que le transport collectif, même si on a une station de métro tout près de Royal-Mount, tout près de la ville Mont-Royal et ainsi des stations de train de banlieue, c'est pas très, très élevé, là. Versus, il y avait un projet il y a quelques années auquel j'ai participé, l'étude de tramway Côte-des-Neiges Centre-Ville, qui a été un des projets les plus performants en termes de tramway en Amérique du Nord, qui a été tabletté. On prévoyait 70 000 passagers et la station terminale était la station de la Savane, qui est à la pointe du triangle. On est vraiment très près du Royal-Mount, j'ai calculé 1,5 km. Si le tramway avait été lancé il y a 4 ans, le projet serait pratiquement en place. On se poserait beaucoup moins de questions, il y aurait beaucoup moins de préoccupations au sein de la Ville de Montréal pour la congestion générée par ce projet-là. Il dirait wow, c'est fantastique, on attire les projets et on est, grâce au tramway, on va être capable d'alimenter. Ce projet-là a été abandonné. Et c'est des accès publics, j'ai aucun document, j'ai tout pris des documents publics du tramway. Le projet était vraiment très avancé, les stations étaient clairement identifiées, avec ici à côté de l'hôpital juif, qui est seulement à 10 minutes de tramway du Royal-Mount. Beau potentiel pour le Royal-Mount, pour les médecins. Avec un penthouse au Royal-Mount, ça serait assez intéressant d'être médecin à l'hôpital juif. Même les études de circulation ont été faites où on voit la capacité de chacune des voies sur Jean Talon, intersection de la Savane, entre autres. Pourquoi le tramway? Bien, le tramway, on avait pris une étude de la STM disait que grâce au tramway Côte-des-Neiges Centre-Ville, chaque matin, 25 000 minutes seraient économisées par les citoyens. C'était pour avoir un effet incroyable sur le temps sauvé par les gens chaque matin. La majorité sauve 1 minute ou 2. Mais quand même, quand on a 70 000 passagers, 1 minute ou 2, c'est assez phénoménal comme effet. J'ai fait un schéma à partir de la station de la Savane, que maintenant j'appelle station tram triangle, pour qu'on puisse enlever la confusion avec la station de métro. Et ça, c'est la deuxième version du mémoire. Il y a eu une première version où est-ce que c'était un Y, mais maintenant, ça me paraît plus logique de faire une boucle. Une boucle qui permettrait de relier l'hippodrome au Royal-Mount et de ramener tout ça vers la rue Côte-des-Neiges et pourquoi pas le prolonger jusqu'à la station du REM. En fait, ça pourrait être une ligne en forme de boucle qui irait jusqu'à la station du REM et pourquoi pas jusqu'au nouveau campus de l'Université de Montréal. On arriverait avec un projet vraiment, pas besoin de PPU, là, c'est un projet de transport. C'est un projet où est-ce qui permettrait à tout le monde de pouvoir voyager facilement. J'ai calculé que les gens,
il y a un projet immobilier qui s'appelle Le Rouge, qui est près de la station Triangle. J'ai calculé que quelqu'un qui va vouloir marcher pour se rendre jusqu'au Royal-Mount, c'est 19 minutes. C'est ça que ça prend à pied. C'est correct quand les conditions sont parfaites, là, mais quand il fait chaleur torride ou qu'il pleut, il manque un projet structurant pas juste pour le Royal-Mount, pour tout le secteur. Pourquoi le tramway? Il y a un psychiatre à Lyon qui a écrit pourquoi le tramway fonctionne tant. Il disait, il va chercher une classe de population qui ne prenait pas le tramway d'habitude, et grâce au tramway, il utilise plus le transport collectif. Ici, j'ai une photo du président de Apple. Ce type-là, c'est un milliardaire. On le voit tout souriant dans le tramway de Barcelone. Essayez de faire embarquer un milliardaire dans le SRB P9. C'est un autobus. Je vous souhaite bonne chance. Là, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils sont arrivés. Donc, le tramway est capable d'aller chercher du monde. Le tableau suivant, on montre la croissance de l'achalandage. Et là, c'était lorsque j'étais à Berlin. C'est une rue commerciale très dynamique avec 6 étages de haut, où est la circulation un jeudi soir. C'est l'été, c'est peut-être moins achalandé qu'au mois de septembre, mais il n'y en a pas de circulation. Le monde sont dans le tramway. Ça, c'est Berlin-Est. Berlin-Ouest, il y a très peu de tramway, puis ils ont décidé de faire un plan de développement. Nouveau financement, le REM, le gouvernement a fait un nouveau mode de financement à 10 $ le pied carré pour les développeurs. Je me souviens du temps du tramway Côte-des-Neiges, le promoteur de Griffintown avait mis 10 millions de dollars sur la table. On dit, amenez-moi une station de tramway, là, et j'ai 10 millions de dollars pour vous. Parce qu'il savait que c'était tellement payant d'amener une station de tramway devant ça. Et je recommande, parmi mes recommandations, c'est de demander au gouvernement qu'il fasse une loi de financement du transport collectif structurant, qu'il aille chercher un 10 $ le pied carré. Je suis convaincu que les gens du Royal-Mount seraient contents de payer 10 $ le pied carré si on leur amène des stations de tramway tout près, parce que ça va leur permettre de vendre leur condo beaucoup plus rapidement. Leur projet ne sera pas sur 20 ans, il sera sur 10 ans avec un tramway, parce que ça amène tellement de capacité que ça va changer. Merci. Merci beaucoup, M. Benoît. Vous avez respecté le temps, bravo. Alors, est-ce qu'on a des... M. Coutu? M. Coutu pour commencer? Allez-y. M. Sarrois. Merci, M. Benoît, de la présentation. Beaucoup d'informations intéressantes. On voit que vous avez fait vos devoirs en termes de transport. Moi, j'ai une question sur un graphique. J'aimerais juste comprendre. Je vais aller avec mes collègues. Là. Je me sens que c'est à la page 7 de 15 qui parle de la comparaison de l'achalandage par kilomètre de ligne de première ligne du tramway de Montréal versus d'autres villes américaines, canadiennes. On voit les déplacements en milliers de voyages par année, c'est ça? Longueur du réseau et déplacements par année par kilomètre. Pourquoi Montréal est premier? C'est-tu parce que le nombre de déplacements, c'est qu'est-ce qu'on devrait retourner de ce graphique-là, s'il vous plaît? Le projet avait seulement 13 km, puis malgré... Le projet qui a été soumis par l'administration Coderre à l'époque, c'est ça? Non, c'était l'administration Tremblay. Tremblay? Ah, okay. Tremblay. En 2018, OK. En 2018, excusez-moi, 2008. Oui, OK, une erreur. Petite erreur de frappe. Ouais. Pas l'année Désolé, passée. merci. Non, c'est correct. Petite coquille, ça arrive, ça. 2008. Donc, en 2008, l'administration Tremblay. Okay. La manière de calculer, comme Toronto a un très, très grand réseau, mais par kilomètre, on regarde, on fait combien de kilomètres et combien de passagers. Donc, si on avait présenté un projet, comme là on parle de 26 millions de passagers par année, si ça avait été un projet de 50 km, on aurait été beaucoup moins performant. Okay.
Donc, il y a vraiment une intensité, puis c'était les chiffres de la STM, c'était pas les firmes d'ingénierie qui avaient calculé l'achalandage. Je comprends. Merci beaucoup. Alors, M. Sarrault, est-ce que j'ai d'autres mouvés? Oui, M. Sarrault. Alors, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'une des préoccupations les plus importantes reliées à la mise en place du projet Royal-Mount et l'impact que ça va avoir sur la circulation automobile à Montréal et autour de Montréal. M. Ryan mentionnait tantôt que le croisement de l'autoroute 40 et de la 15 est l'endroit le plus congestionné. Est-ce que c'est au Canada ou au Québec? Peut-être au Canada, au Québec. Alors, fort de cette information-là, et on a vu plusieurs documents qui nous ont été présentés, il y a des détracteurs au projet qui nous présentent vraiment une vision apocalyptique là, de l'impact que ce projet-là pourrait avoir sur la circulation. Et les gens qui veulent faire la promotion du projet, d'un autre côté, eux nous disent que les services et les équipements présents qu'on a en transport collectif à Montréal et autour de Montréal, ainsi que ceux qui sont prévus, mettons, sur un horizon de 5 ans, devraient suffire, en contrepartie, à atténuer cet impact négatif-là que ce projet-là pourrait avoir sur la circulation automobile. Alors, dans vos recommandations, vous dites que, en recommandation numéro 4, vous mentionnez que Royal-Mount pourrait y aller de l'avant ce projet-là à la condition qu'il donne ou qu'il contribue de façon significative à un fonds qui verrait à encourager la mise en place d'une nouvelle forme de transport collectif, votre tramway. Oui. Alors, ma question pour vous, monsieur, qui est un analyste en transport avec énormément de crédibilité, pour les bénéfices de la Commission et des gens qui sont ici, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire que s'il n'y a pas de tramway qui se met en place sur un horizon court-moyen terme, en conséquence au déploiement du projet de Royal-Mount, on va avoir des problèmes sérieux et presque insurmontables à vivre à Montréal? Je crois qu'il va se faire un équilibre. Si, à un certain moment, il ne pourra pas avoir plus de congestion, on va être au maximum de la capacité, il ne vendra plus ses condos. Son projet va en développer Si la vision apocalyptique se réalise, il va être rendu à la moitié de la construction du projet et ça sera fini, il ne vendra plus rien. Mais en fait, ma question, c'est est-ce que la seule façon d'éviter l'apocalypse, c'est le tramway, selon vous? Êtes-vous prêt à vous mouiller ce soir? Oui. Parce que vous êtes quand même une figure importante là, en transport. Vous êtes une personne qui est un analyste en transport. Là. Vous connaissez ça là, mieux que tout le monde ici réuni. Ça va minimiser. Est-ce que ça va l'atténuer? Est-ce que ça va rendre les choses moins pires? Ça va permettre d'équilibrer. Dans tout projet immobilier, pourquoi que les projets immobiliers, des fois dans certaines banlieues, stagnent? C'est que c'est plus possible d'en rajouter. Les gens voient que je ne veux pas acheter une maison là, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Le tramway permettrait d'avoir beaucoup plus de résidences, beaucoup plus de développement dans le secteur, autant Royal-Mount qu'ailleurs. Est-ce qu'il va le solutionner à lui seul complètement? Non. Est-ce qu'après, il pourra avoir d'autres lignes, mais on ferait un sérieux pas pour rendre la situation plus vivable. Ça va aller. Merci, M. Sarrault. M. Boucala. Mme Magini ensuite. En fait, j'ai l'impression que mon collègue, M. Sarrault, a volé les mots de la bouche, alors il m'a pris la question. C'est bon. Mme Magini. Selon les différentes propositions qu'il y a eu dans le passé pour développer et financer le projet de tramway Côte-des-Neiges Centre-Ville, selon vous, combien ça coûterait pour développer ce genre de tramway-là, en y ajoutant la boucle vers le projet Royal-Mount? Selon vous, de manière réaliste, combien de temps ça prendrait pour construire un tel projet? Il y a déjà 3 ans qui ont été investis dans des études. Il manque les plans et devis. Je connais l'exemple de Lyon.
qui, le jour qu'ils ont dit « go », on le fait, ils ont pris la décision qu'ils y allaient. Ils ont réalisé un réseau de 39 stations en 28 mois. C'était phénoménal. Des gens m'ont dit qu'ils ont fait des erreurs, là, mais ils ont réussi à faire ça en 28 mois. On est au Québec, on a des conditions hivernales qui sont quand même exécrables. En 5 ans, il y a moyen de faire ce réseau-là. Le coût prévu était d'1 milliard, 1,2 milliard. Un des coûts importants était la localisation du garage qui était problématique sur Jean Talon, parce qu'il fallait évincer nombreux concessionnaires automobiles de grand luxe. Et là, en prolongeant, on se retrouve dans une zone industrielle parfaite pour mettre un garage, où est-ce qu'on a des coûts beaucoup moindres d'expropriation. On peut réaliser ce projet-là en 5 ans pour un coût, en fait, juste la boucle, sans parler de la branche Corem. La boucle rajoute quoi? 4 km. 4 km, dans des conditions qui ne sont pas au centre-ville, on parle à peu près 50 à 60 millions de dollars le kilomètre. À Québec, dans le réseau de tramway, qui n'est pas souterrain, leur chiffre, c'est entre 50 et 60 millions de dollars le kilomètre. Okay. Merci. Excusez-moi, deuxième partie de la question. Donc, si le projet Royal Mount devait voir le jour avant la construction d'un tel tramway, on est toujours dans l'hypothétique, selon vous, quel serait l'impact sur la circulation de travaux qui dureraient 5 ans dans ce secteur pour réaliser un tramway? C'est une moins bonne idée de faire un tramway après que le Royal Mount soit lancé. Ça pourrait se faire en même temps, oui, il va y avoir problématique, mais après que tous les projets immobiliers soient faits, ça va être un peu trop tard là, pour penser à un projet. Il va falloir penser plutôt un métro, une nouvelle ligne de métro à 250 millions de dollars le kilomètre qui irait jusqu'à je sais où. Il y aurait la situation, la proposition probablement de métro aérien comme le REM, là, mais il y a peut-être des coûts qui sont un peu cachés dans le REM c'est beaucoup plus cher que le 6 milliards de dollars. J'ai bien étudié le dossier. Là. C'est beaucoup plus cher. En fait, c'est une location de 198 ans. Merci. C'est tout? Alors, allez-y, M. Perry. Oui, merci. Merci, M. Benoît. Je trouve votre présentation très intéressante. Merci. Vous me faites rappeler des choses parce que moi, j'étais à l'Estienne lorsqu'on parlait du fameux tramway des Côtes-de-Neige. J'étais ici aussi en même temps, donc vous me faites rappeler certaines choses. Mais ce que je vais bien comprendre, oui. Parce que vous êtes un expert, donc je vais bien comprendre, à la recommandation numéro 3, vous nous dites demander au gouvernement du Québec une loi pour financer les projets de transport structurants. Bon, on peut demander, mais les réponses, je pense, ne vont pas venir demain matin. On sait combien de temps ça prend. Et nous sommes devant un projet auquel nous devons dire oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on peut, tout en étant d'accord avec ce que vous proposez, comment on peut se prononcer sur le projet si on n'a aucune idée de ce que le gouvernement pourra nous répondre, oui ou non? Bon, on pourrait demander une équité entre ce qui a été offert à la Caisse de dépôt et ce que Montréal réclame. Pourquoi on donne certains privilèges à la Caisse de dépôt puis on le refuse à la Ville de Montréal? Et surtout qu'on est dans un monde de compétition. La compétition de Montréal, maintenant, c'est plus Toronto, c'est Brassard. Brassard aura un bien meilleur réseau de métro que Montréal. Leur métro sera climatisé. Initialement prévu, chaque rame aux 2 minutes vont être bien éventuellement très rapidement
ils vont être aux 2 minutes plutôt que, alors que le métro, le plus bas, c'est 2 minutes 40 et c'est pas climatisé. C'est beaucoup. Le REM sera beaucoup mieux que le métro. Et les entreprises, moi, qu'est-ce que j'ai peur, là, c'est que quelqu'un fasse comme un projet de Royal Mount, mais au 10-30. C'est ça que j'ai bien plus peur. Et les gens de Montréal prendront le REM pour aller se divertir et dépenser à Brossard, si on n'accepte pas le Royal Mount. Merci. Monsieur Benoît, d'entrée de jeu, dans votre présentation, vous parliez de la voiture qui était favorisée, bon, entre autres les 4 axes vers les autoroutes, versus un qui est à l'extrémité du projet et il faut prendre la passerelle pour le transport collectif. On nous a parlé dans la présentation de Carbonéo, la première séance, que c'était pas un TOD, mais un super TOD dans ce projet-là. Donc, est-ce que vous êtes en train de dire, bon, étant donné que la voiture est privilégiée là-dedans, on est loin du TOD comme tel, ou comment vous... je sais que c'est élastique, ce terme-là, là, on l'utilise pas, puis tout ça, mais vous, là, selon votre... selon l'expert en transport que vous êtes, c'est de ça qu'il est question quand on parle de TOD ou de code, car oriented. C'est un TOD ou c'est pas un TOD? À l'heure actuelle, là, sans tramway, sans rien. Bon, il manque une composante résidentielle, mais éventuellement, il va y avoir des tours autour. Ça va devenir un TOD, mais c'est un TOD étendu. Les gens qui sont à l'extrémité du triangle, ils ont une bonne distance de marche pour aller jusqu'au cœur du TOD, qui est la station de métro et le Royal Mount. La distance est grande. Il va y avoir éventuellement, comme disait M. Barriot, des autobus autonomes, des nouvelles lignes de bus qui vont être réorientées. Mais le bus, c'est pas sexy, le bus. Quand je visite des villes, j'essaie d'éviter l'autobus autant que possible. J'étais à Lyon, à Berlin, j'ai pris le métro, j'ai pris le tramway, mais j'ai pas pris un bus. Aucunement, il y a des réseaux d'autobus, puis je les ai évités. Le projet a l'avantage d'avoir la station de métro. Dans votre mémoire, vous semblez, c'est peut-être pas assez clair, là, vous semblez dire que c'est peut-être surévalué le nombre de passages qui viendraient par le métro, prendre la passerelle pour aller sur le site du Royal Mount. Peu importe s'il y a de l'habitation ou pas, là, mais c'est-tu la distance? C'est quoi qui ferait que l'évaluation qu'on en fait, ça serait surévalué? Bien, comme vous disiez, c'était au niveau de... J'ai vu que c'était quoi, à l'heure de pointe du soir, qu'on évaluait jusqu'à 60%. Mais sur la journée, en fait, c'est pas important. L'heure de pointe, c'est le 24 heures qui est important. Puis sur le 24 heures, ça sera... il n'y aura jamais... On parle de 36-37%, si je me souviens bien, là, de l'utilisation du métro. Oui. De population, de clientèle ou peu importe les usagers qui viendraient en métro. C'est en bout de ligne, ça n'aura pas autant d'attrait qu'au centre-ville. Ça aurait probablement, j'ai l'impression même que ça aurait moins d'attrait que si c'était une station du REM. À cause de la qualité du transport, là. Le métro n'est pas climatisé, là. L'été, là, il y a des journées torrides où est-ce que c'est pas le fun, le métro. On est... Merci. Oui. Merci bien. Merci. Donc, ça met, je ne sais pas s'il n'y avait pas personne d'autre. Donc, merci beaucoup, M. Benoît, votre présentation et pour l'échange. On va appeler un autre... Est-ce qu'on serait rendu à Michael Johnson? Monsieur Michael Johnson. Alors, on va vous laisser vous installer. Et de vous présenter en même temps.
On voyait que vous n'êtes pas associé à une entreprise ou à une organisation. Peut-être dire de où vous venez, quoi votre intérêt. Bonsoir, mon nom c'est Michael Johnson. Donc, je veux premièrement vous remercier de m'accueillir, de m'écouter. Je suis ici en tant que citoyen. J'habite à Notre-Dame-de-Grâce et je travaille pas loin du site Royal Mount. Je passe par là tous les jours pour mon travail. Après avoir fini mon doctorat en génie mécanique il y a 10 ans, j'ai déménagé à Montréal, à Notre-Dame-de-Grâce, pour prendre un emploi dans le secteur de l'énergie, de l'aérospatiale, dans le secteur industriel de Saint-Laurent sur la 520. Et je traverse chaque jour en transport actif 3 saisons et en transport en commun. Donc, je prends le métro du collège et le bus 460. Donc, je tiens à cœur tout le secteur. Mais encore, je suis ingénieur mécanique, mais pas en transport. Donc, les opinions, les idées sont à moi personnellement. Donc, pour commencer, là, j'aime ça voir large. Parce que les effets là, du projet, cet axe, le 1540, c'est un axe tellement stratégique. Il y a tellement de marchandises, il y a tous les usines intermodales, il y a tout l'engin économique de l'île de Montréal, là, les aérospatiales, Bombardier, tout ce secteur-là. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ce carrefour stratégique? Là, ça va impacter tout le monde dans cette carte-là. Je montre cette carte-là parce que oui, moi j'habite ici à Notre-Dame-de-Grâce, un peu de verdure, là, ça c'est le Royal Mount. J'ai des collègues qui viennent de Saint-Jérôme, de Hudson, de Léry, de Chambly, de Saint-Bruno, de Mascouche, partout, là. On concentre tout ce monde-là dans cette carrefour-là. Donc, l'effet, comme on le sait, c'est... là, on est en direction sud, on voit le Royal Mount, la 40 à 520. Moi, je travaille dans cette direction-là. Et la situation actuelle, c'est bien connu, c'est le débit de transit, de véhicules par heure. Et surtout, ça, c'est important de connaître. Là. 5 minutes dans une zone de l'étude, des documents. Donc, le temps de parcours de cette section est de 5 minutes en conditions fluides et jusqu'à 55 minutes quand c'est congestionné. Ça, c'est un facteur de 11 fois le temps de parcours. Et donc, on connaît que tout le secteur est déjà saturé. Donc, aussitôt qu'on ajoute une demande quelconque de voitures additionnelle, le temps de parcours va augmenter de façon exponentielle. Et on est déjà à une multiplicateur de 11 fois, ça va être exponentiel. Donc, c'est ça. Mais on sait ça et les effets sont ressentis sur tout le réseau local. Là, j'avais des vidéos de mon parcours. On est sur Métro Namur. C'est le chaos. Les intersections sont bloquées. C'est un environnement absolument hostile même aux êtres humains de circuler dans cette zone-là. Donc, à tout ça, on espère ajouter 34 000 visiteurs par jour et on espère le faire, comme le promoteur dit dans les rapports, on espère le faire d'une manière pour axer sur le transport collectif actif. Mais, cependant, on propose une suite de mesures de mitigation. Donc, premièrement, l'autoroutier. On propose de fluidifier la bretelle Stinson, je pense, optimiser les feux ici pour ajouter un peu plus de débit, élargir le boulevard, fluidifier ici, élargissement sur le viaduc Côte-Saint-Luc, potentiellement fluidifier. Donc, on mentionne ça beaucoup, là, fluidifier. Moi, je dis, là, c'est assez. Ça fait 60 ans qu'on cherche la fluidité et c'est une illusion. On donne de plus en plus de place aux voitures dans ce secteur-là. Moi, je traverse en dessous à la métro Namur, là, en dessous, à côté du Walmart, là, il y a 14 voies de large, avec un trottoir de 1 mètre sur chaque bord. Là. C'est assez. On cherche, donc, comme on dit, le promoteur veut viser un accès prioritaire en transport actif et collectif, ce qui est une bonne chose, mais
mentionné dans le rapport, c'est le projet fort qui va inciter le monde à venir en métro, c'est la passerelle. Mais si on lit le rapport là, à la page 104, on justifie presque la passerelle en disant que si tout le monde venait à métro et traversait à pied, ça va nuire aux automobiles. Ça va être trop de piétons et ça va affecter ainsi les niveaux de service pour les véhicules. Donc je trouve qu'il y a une optique qui est un peu centrée encore sur les véhicules. OK. Il ne faut pas nuire aux véhicules, il faut assurer la fluidité. Donc, on construit une passerelle qui rentre directement au 2e étage du bureau du complexe commercial. Donc, c'est complètement comme isolé, accès exclusivement pour les clients du Royal Mount. Et je trouve que c'est vraiment déconnecté de la réalité des besoins du monde qui circule déjà pour les emplois dans le secteur aux alentours. Donc, je qualifierais cette passerelle d'un mot insuffisante. Cependant, il y a des bonnes choses proposées par le promoteur comme étant, et j'ai dit ça dans ma mémoire, là, il y a une opportunité, il y a la chance ici de repenser l'urbanisme à un haut niveau de tout le secteur. Il y a tellement un potentiel dans ce secteur-là. Donc, pour moi, c'est ça. Ça, c'est la première chose. Il faut penser globalement à tout le secteur en incluant tous les projets marqués ici. Donc, ça inclut un lien Cavendish, Hippodrome, Westbury, le Square de Kerry, le Triangle, le Royal Mount, le Smart Saint-Laurent, ici, là, et puis les projets de condo, le Noria, le Midtown. Il y a un potentiel, on a la chance ici de créer un quartier, un nouveau quartier. Je trouve ça absolument super, mais il y a quand même beaucoup d'enjeux. Mais c'est ça la première chose, je pense, pour vous, mais je ne connais pas bien la politique, tout ça, mais il faut voir large dans ce sens-là. Après ça, le site est caractérisé, comme ils disent dans le rapport, par des multiples barrières physiques. Et comme je vous dis, c'est un environnement hostile aux êtres humains, vraiment, de circuler là-bas. Donc, il faut retisser le secteur et le faire à l'échelle humaine. Il faut arrêter de chercher cette illusion de fluidité qui cause le chaos sur toutes les rues locales avoisinantes dans les heures de pointe. Il faut arrêter de penser en tant que véhicule par heure et penser à comment est-ce qu'on peut déplacer le nombre de personnes par heure ou le nombre de dollars de marchandises de valeur économique par heure et par mètre carré. On est limité dans l'espace qu'on a. Et par dollar, on parle de tramway, c'est beau, mais comme vous avez demandé, là, ça coûte cher et c'est à long terme. Donc, il faut chercher des solutions vraiment dans une optique agile et rapide et cost-effective, je dirais, et aussi effective en analysant ça en termes des changements climatiques. Donc, par exemple, d'après moi, encore ça c'est ma vision personnelle vraiment, je me suis amusé durant le temps des fêtes, vraiment, en lisant les 200 pages du rapport premièrement, mais après en dessinant des choses. Donc, d'après moi, là, ça prend des axes de transport collectif et actif vraiment robustes, structurants et robustes. Là. On dit ça dans le rapport, et moi, j'ai cette expérience-là de prendre le bus 460 de ici. Il y a un petit tronçon ici de voie réservée de peut-être 100 mètres là, avant, donc sur la 520 en direction est, juste avant l'échangeur avec la 40. Il y a un petit tronçon là, mais je vous dis, j'ai déjà marché tout le long jusqu'au métro de la Savane parce que les bus sont stack sur Côte-de-Liesse. Quand ça déborde, là, ça déborde sur Côte-de-Liesse jusqu'à Cavendish, jusqu'à la 13. Et les axes de transport, on a des petits tronçons réservés de bus pour la 460, pour tous ces axes, mais ils ne marchent pas, ils ne sont pas robustes parce que les bus sont stock dans le trafic. Donc, non, c'est ça que ça prend. Quand je dis robuste,
C'est ça que ça prend. Donc, encore, il y a un potentiel énorme avec un lien sur Cavendish qui est prioritaire aux autobus, aux vélos. On a la chance de connecter tout le long jusqu'à la dalle Parc Turcot, à la canal de la Chine, au futur ligne rose peut-être. Et cet axe-là, ça connecte dans cette direction-ci à tout le secteur aérospatial, tout le secteur industriel, tellement des emplois. Donc ça, c'est la première chose. Après ça, cet axe ici, ça c'est mon parcours, là. Moi, j'arrête ici, puis il faut traverser en dessous de la 15 pour revenir, là. Donc, ça prend un dalle parc ou quelque chose. Il faut retisser les quartiers ensemble. Il faut avoir un accès convivial pour le monde du futur hippodrome pour circuler jusqu'à Côte-Saint-Luc, à NDG. Là. Il faut retisser. Il y a tellement des barrières dans le secteur. Même chose ici, l'autre ligne ferroviaire, la voie ferrée ici. Il faut avoir une chance pour tout le monde de Saint-Laurent d'être connecté avec tout ça d'une manière conviviale. Autre chose, et ça c'est mentionné dans le rapport comme étant désirable, absolument, je suis d'accord, une axe de transport collectif et actif sur Jean Talon. On a besoin de ça là aujourd'hui. Comme je vous dis, quand ça déborde sur la 15, Jean Talon c'est jam, Lucerne c'est jam, il n'y a personne qui peut bouger, il n'y a pas d'infrastructure, vélo, autobus, là les moyens de transport qui sont les plus performantes, on les gaspille quand on donne toute la place aux voitures. Donc, je ne parle pas de tramway. Peut-être dans le futur, c'est une option. Mais là, moi, je parle de, par exemple, des voies réservées simples d'autobus sur tout le long. Des gros tronçons de voies réservées d'autobus pour que les bus ne soient pas de stock dans le trafic. C'est pas cher, là. Je parle pas de... Je sais pas, on aime ça à Montréal, des gros projets qui vont sauver la ville un peu. Mais je pense que ça prend des gestes forts, robustes, mais pas coûteux qu'on peut faire maintenant. Donc, c'est comme ça que je la vois ici, par exemple, sur Côte-de-Liesse, il y a 8 voies de voitures. Donc, 2 dans chaque direction rapide, 2 dans chaque direction voie de service. Et comme je vous dis, j'ai déjà marché de la 13 jusqu'à de la Savane parce que ça déborde. Là. Donc, dans cette situation-là, le débit, c'est presque 0 personne par heure. Mais là, avec une voie réservée d'autobus, même des voies réservées de camions, là, il faut penser comme ça, des gestes forts, robustes, simples, qui vont changer tout le secteur. Donc, c'est ça. Merci de m'écouter. Je dirais que, oui, je ne suis pas expert dans le domaine de la politique, la structure, décision, tout ça, mais il faut faire quelque chose pour retisser le secteur et on a une opportunité majeure d'avoir quelque chose de spécial vraiment là-bas. Merci. Merci beaucoup, M. Johnson, pour votre présentation. Puis, n'ayez crainte pour les experts comment on va y arriver. Il y en a d'autres. Il y a eu, comme Mme la Jeunesse, on faisait mention tantôt, on a 55 mémoires. Donc, il y a certains qui sont dans des domaines d'expertise, justement, au niveau de la gouvernance. Alors, chers collègues, est-ce que vous aviez des questions reliées à ça? M. Boucala, pardon. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Johnson, pour votre mémoire. En fait, la question, vous le mentionnez vraiment à la fin de votre présentation, comme quoi que les mesures proposées par le promoteur sont insuffisantes. Alors, que proposez-vous à court terme, puisque on parlait que le tramway, c'était plus à long terme. Donc, à court terme, ce que vous voyez, c'est des voies réservées. Je voulais vous entendre un peu plus sur le court terme. Oui, je sais pas. Je pense que, par exemple, des voies réservées comme ça sur la 40, sur la 520, ça va améliorer beaucoup déjà la fluidité des personnes. Je sais pas, peut-être ici, il y a une connexion potentielle en arrière du Walmart à travers la voie ferrée pour une connexion, une axe structurante de vélo, de transport actif.
Tout ça sur de la savane, c'est déjà mentionné dans le rapport comme étant désirable de connecter le site Royal Mount au réseau cyclable de la Ville de Montréal. Mais il faudrait... et ici aussi, sur Jean Talon, je vois ça comme une axe structurante avec une voie réservée d'autobus et une piste cyclable comme un Copenhagen, personne de Copenhague va reconnaître. Là. Ça, il y a déjà un besoin de ça. Et puis, une voie réservée comme ça pourrait être dans le futur, si ça marche, ça pourrait devenir plus une axe, comme un tramway, etc. Mais, I guess, est-ce que ça répond à votre question pour le court terme? Oui, merci. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Magini? Allez-y. J'ai posé après. Tout à l'heure, merci pour votre présentation. Tout à l'heure, vous nous aviez montré une diapositive sur la passerelle. Selon vous, elle n'était peut-être pas assez intéressante pour l'expérience du piéton ou de la personne qui arrive en métro ou d'autres piétons peut-être. Est-ce que vous pouvez un peu nous donner, je ne sais pas, des idées que vous auriez pour améliorer la conceptualisation de cette passerelle? Merci. Mais je trouve la passerelle comme concept, c'est de mettre les clients séparés. On veut pas nuire à la fluidité automobile sur les voies de service, sur de la savane, donc on construit une passerelle pour que tout le monde peut venir là-bas. Je trouve que l'optique, là, c'est dans une optique de enlever tout le monde puis le mettre en haut, donc séparer le monde de la terre. Je trouve qu'il faudrait plus, comme j'ai dit là, et peut-être ça c'est quelque chose à long terme, là, mais recouvrir la 15, faire quelque chose d'attirant, de convivial, ou dans le court terme, un vrai aménagement. Il y a des photos dans le rapport de Carbon Leo, c'est épouvantable aux alentours de la savane. Il faut améliorer l'accès à de la savane pour que le monde déjà qui circule dans le secteur, qui travaille dans le secteur industriel, peuvent avoir une expérience en sécurité et conviviale. C'est ça. Je veux pas dire des improvements sur la passerelle. Je veux dire, il faut améliorer la situation actuelle sur la Terre. Là. Je trouve la passerelle, c'est un peu comme magic thinking, un peu. On enlève tout le monde, on met dans une passerelle, puis ça va régler. Les voitures pourraient continuer de circuler un peu. C'est ça ma vision. Merci. C'est tout, Mme Magini. Monsieur Posé. Merci. C'était ma première question. La deuxième est plus... Supposons qu'on ajoute les solutions que vous indiquez au niveau du transport actif et collectif. N'en demeure pas moins qu'il y aura aussi quand même des véhicules automobiles qui se rendraient là. Il y aurait quand même là aussi une part importante de circulation additionnelle dans les axes, mais aussi au niveau des quartiers. Puis moi, je retiens, au début de votre mémoire, vous indiquez, dès que le réseau autoroutier est saturé, l'effet est aussi ressenti sur toutes les rues locales des quartiers avoisinants. Donc, avec ce que je lis là, puis ce que vous indiquez également, alors finalement, il faudrait non seulement travailler là-dessus, sur les grands axes, mais est-ce que vous auriez des solutions aussi pour les rues locales des différents quartiers? D'après ce que je peux comprendre, déjà maintenant, ça déborde et c'est sursaturé. Que ferait-on pour améliorer aussi cette... Parce que quand vous parliez d'un quartier, d'avoir des choses à échelle humaine, ce dont on parle ce soir, puisque vous indiquez aussi de très belle façon, félicitations, comment vous voyez ça au niveau des rues locales, dans l'ensemble des quartiers avoisinants, ou au niveau des solutions à apporter? Oui, excellente question, mais je dirais peut-être, par exemple, sur Jean Talon, quand on donne l'espace dans une manière robuste, comme par exemple, ça, je sais pas, j'ai cherché ça sur Google, mais d'une manière robuste, des voies réservées d'autobus robustes qui vont pas être, où le bus va pas être stock dans le trafic. C'est ça que ça prend pour, finalement, on veut attirer du monde au transport collectif. Comme je vous dis, j'ai plein de collègues, un collègue qui vient de Mascouche, il a fait ses études à McGill, il venait en train à McGill. Là, maintenant, il travaille dans le secteur industriel.
il pourrait, mais il n'y a pas de transfert, il n'y a pas d'axe robuste sur la 40. Il y a peut-être un potentiel, comme tu vois, avec le REM. J'ai des collègues à Brossard. Lui, il pourrait prendre le REM, il vient là, puis là, ici, il est sur cet axe, ici, structurant, qui vient servir le secteur. Donc, quand on pense comme ça, on pourrait vraiment changer la part modale, moi, je crois. Et sur la question des rues locales, mais c'est traffic calming, c'est du filtered permeability, des gestes simples, mais forts et robustes et pas chers, qui vont prendre la place d'une manière robuste aux êtres humains, à ces choses qui transportent de la manière la plus efficace. Marché, vélo, autobus, camion pour les livraisons, et puis, en dernier, les automobiles, voitures solo. Il faut prendre la place d'une manière robuste, d'après moi. Merci. Okay. Merci. Pas d'autres interventions? J'avais peut-être juste la première fois qu'on entend parler de Cavendish d'une autre façon, là, de dire, OK, oui, il faut le raccordement Cavendish, mais en mettant l'emphase sur le collectif actif, le transport collectif actif. C'est un peu ça que mentionné, parce que les gens craignent beaucoup. Hein. S'il y a raccordement, est-ce que ça va être un axe de camionnage? Ou, au contraire, les gens le prônent parce que ça va désenclaver davantage l'ensemble du secteur. C'est quoi votre idée? Juste le compléter, là. Oui, je pense que... Mais dans le rapport, il parle beaucoup de ça, comme les gens vont le prendre comme raccordement pour aller de la 40 à la 15, puis... Il y avait tout un supplément dans les rapports spécifiquement sur Cavendish, mais moi, je trouve que même quand on voit large de même avec une station ligne rose et des nouveaux développements peut-être à Saint-Jacques, la falaise Saint-Jacques, le Dalparc Turcot, tout ce secteur, ça donnerait accès à tout le monde ici, dans ce secteur, pour tous les emplois, comme je vous dis, dans le secteur aérospatial, industriel, sur la 40, tous les emplois, les gros axes d'emploi sont là. Donc, si on donnait accès d'une manière encore robuste, je pense que ça serait vraiment, vraiment une bonne chose. Parfait, je vous remercie. Donc, ça met fin à votre présentation. Merci beaucoup. On va prendre une petite pause, 5-10 minutes, si vous permettez. Merci du rappel, Monsieur le Vice-président. Donc, on vous revient, si possible, à 9h, 9h02, là, pour les 3 autres présentations qui suivent.